Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à la ferme du Ramier, à 2 pas de Montauban. Je suis partie à la rencontre d'Edith, éleveuse de vaches laitières et productrice de fromage. Edith gère l'exploitation familiale avec Hélène, sa sœur, et l'aide de toute la famille. Franchement, ces 2 sœurs m'ont épatée. D'une immense gentillesse, elles sont constamment en train d'innover sur leur ferme, tout comme le faisaient leurs parents. Elles ont notamment ouvert le lieu au grand public en organisant des visites pas comme les autres. J'ai donc eu droit, moi aussi, à mon petit tour en train dans la ferme, au film explicatif et à la dégustation de fromage. Elles organisent même des anniversaires sur place pour les plus petits, j'ai trouvé l'idée géniale. Dans cet épisode, Edith s'est livrée à nous sans tabou. On a notamment discuté de la vie de son troupeau et de sa relation à l'animal. On a aussi parlé des raisons qui les ont poussées à arrêter de vendre le lait pour produire leur fromage et de leur volonté farouche de communiquer sur leur métier. Bonne écoute! Bonjour Edith. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir sur ta ferme et merci à tes vaches puisque là on en est en plein milieu. Justement pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et où c'est qu'on se trouve actuellement ? Alors je crois que ça s'entend, on est dans l'étable des vaches et là il y a les petits veaux qui attendent le lait. Donc moi je m'appelle Edith Lapeyre et je suis agricultrice dans cette ferme avec ma sœur Hélène. Ouais. Et alors ça a été quoi le déclic pour toi de devenir agricultrice et éleveuse du coup ? Alors je crois que je ne peux pas dire qu'il y a un déclic un jour où je me suis dit tiens je vais être agricultrice. Je suis plutôt tombée dedans quand j'étais petite. C'est vrai qu'en rentrant de l'école j'ai toujours été aider mes parents à chercher les vaches, à soigner les veaux et voilà, donc c'est vrai que ça m'a toujours plu et puis voilà, petit à petit après mes études je me suis installée naturellement on va dire. Ouais, parce que tu as fait des études d'ingénieur agronome, c'est ça ? Oui, ingénieur agricole même, j'y tiens plutôt agricole. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'était aussi l'occasion d'aller voir ailleurs et de découvrir d'autres fermes de par tous les stages ou d'autres entreprises para-agricoles grâce aux stages qui nous sont proposés lors du cursus. Ça t'a permis de voir autre chose finalement. Exactement. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton exploitation et les grandes activités que vous avez ? Alors nous on est sur Montauban, on a un élevage, on est spécialisé dans l'élevage laitier avec un élevage de 120 vaches laitières à la traite. Des prix Holstein, c'est ça ? Alors principalement, mais on s'amuse, il y en a un peu de toutes les couleurs maintenant, on peut le voir ici, les petits veaux, il y en a des marrons et blancs, il y en a des marrons, il y en a des noirs, puisqu'on fait des croisements aussi avec d'autres races. Donc un élevage laitier et la particularité de notre ferme c'est de transformer la majorité du lait en fromage. D'accord, donc du coup vous avez l'activité fromagerie complète ici aussi. C'est ça, la fromagerie à la ferme, la cave d'affinage sur place également et puis après il y a toute l'activité de commercialisation et d'accueil à la ferme aussi parce qu'on a vraiment plaisir à recevoir les gens à la ferme et à leur faire partager notre métier. Oui, on en discutera tout à l'heure parce qu'on a fait la visite, c'est incroyable ce que vous avez mis en place mais ça fera un chapitre entier dans l'épisode parce que je trouve ça fou. Et alors combien tu as de vaches ici ? Alors là, le troupeau, il y a 120 vaches laitières à la traite. Et après, il faut rajouter aussi les vaches taries. Donc ça, ce sont les vaches qui sont en grande vacances, qui se reposent. Les génisses, ce sont les adolescentes, les jeunes vaches. Et puis les petits veaux. Donc ça fait plus de 200 bêtes en tout. Et pourquoi vous avez ce nombre-là spécifiquement ? Est-ce que tu pourras en avoir moins ou plus ? Ou est-ce que c'est vraiment calculé pour finalement maximiser votre rentabilité ? Alors nous, ça fait un petit moment que le troupeau n'a pas évolué. Ma sœur, quand elle s'est installée, c'était en 96. Donc là, elle avait augmenté un petit peu le cheptel lors de son installation. C'est vrai qu'actuellement, alors en Tarn-et-Garonne en général, mais peut-être en France plus globalement, malheureusement, il y a pas mal d'éleveurs laitiers qui arrêtent le lait parce que c'est vrai que ce sont quand même des contraintes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 aussi. Parfois, il faut se lever la nuit. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien de ne pas être seul aussi en élevage laitier. Par contre, les exploitations qui perdurent, souvent, elles agrandissent le troupeau pour essayer de faire des économies d'échelle.
Voilà, mais nous, le troupeau est resté stable puisqu'on a le côté vente directe à côté, en fait. Ouais, d'accord. Et là, elles sont à l'intérieur parce que c'est l'hiver ou est-ce qu'elles sont toute l'année à l'intérieur? Comment ça se passe pour elles? Alors, tu as pu voir en arrivant, depuis quelques jours, on a pu ouvrir les portes. Donc, les génisses, les plus jeunes, les vaches taries, elles sont dehors avec l'herbe bien fraîche. Là, c'est vraiment d'ailleurs un de mes moments préférés, la mise à l'herbe où elles sont toutes contentes, les vaches, d'aller dehors. Les vaches laitières, elles sortent uniquement le matin, en fait. Et alors après, pendant la visite, on a vu un truc que j'avais moi jamais encore vu de mes propres yeux, c'est un robot de traite. Donc est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est? Alors, c'est une traite en libre service, en fait. Donc ici, les vaches, dans la stabulation, elles sont libres. Donc, finalement, elles font ce qu'elles veulent quand elles veulent. Donc, il y a, on peut voir ici des vaches dans la partie dortoir, dans les logettes, là où elles se reposent. Il y a des vaches qui ont été prendre l'air dehors, d'autres vaches qui sont en train de manger. Et il y a des vaches qui peuvent aller à la traite, puisque la traite est en libre service. Et du coup, les vaches, elles peuvent y aller autant de fois qu'elles veulent. Et elles peuvent y aller le jour, elles peuvent y aller la nuit. En fait, c'est en fonction de leurs besoins. Donc du coup, on l'a vu, elle rentre dans la machine et après la machine, elle s'occupe de tout, de nettoyer les mamelles. Tu peux nous raconter ça aussi un peu le process? Alors la vache, quand elle se présente au robot de traite, il va reconnaître la vache grâce à son collier de détection. Du coup, il va savoir de quelle vache il s'agit. Il va commencer, grâce aux brosses, à nettoyer les 4 tétines de la vache. Ensuite, il allume un rayon laser pour repérer précisément la position des tétines et il va positionner les gobelets trayeurs un après l'autre sur les 4 tétines de la vache. Et ensuite, la traite proprement dite va commencer. Puis à la fin de la traite, la vache, elle s'en va. Elle laisse la place à une copine. Et ça, combien ça coûte un équipement comme ça? J'imagine que c'est pas neutre en investissement. Alors là, nous, on est équipé de 2 robots de traite, puisqu'il faut compter un robot pour 60 vaches. Et les 2 robots de traite, c'est 250 000 € les 2. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ce choix-là, d'avoir ce robot de traite? Alors, ça paraît super moderne, mais à la fois, nous, ça fait un petit moment quand même. Ça fait depuis 2002 qu'on est équipés. Donc, on était les premiers dans la région. D'ailleurs, un petit peu les cobayes, parce que c'est vrai qu'au début, les premiers robots de traite étaient quand même moins fiables que maintenant. Et donc, le choix, ça fait un petit moment qu'il est fait. Et d'ailleurs, c'était même juste avant que je m'installe. Donc, c'est plutôt le choix de mes parents. Bon, mes parents, ils ont toujours été avant-gardistes. Ils aiment bien aussi les nouveautés, la modernité. Mais c'est vrai que nous, on est convaincus par cette traite en libre service, d'une part pour le bien-être des vaches et puis pour le bien-être de l'éleveur aussi. Oui, parce que du coup, ça t'évite d'être là matin, soir, aux mêmes heures pour traire toutes les vaches à la même presque, avec la machine. Alors, pas à la même, mais avec une machine à traire traditionnelle. Alors non, ça ne m'évite pas d'être là matin, midi et soir, parce qu'il y a de la surveillance et puis le robot ne fait que traire les vaches. Donc il faut quand même les soigner, il faut quand même donner à manger aux veaux, etc. Mais c'est quand même, c'est pas le même travail. Et puis je trouve que c'est agréable aussi de travailler avec ce système, parce qu'on a vraiment une gestion individuelle des vaches, parce qu'on a plein de données. Donc on sait quand la vache est passée, la quantité de lait qu'elle fait, la qualité aussi du lait de chaque tétine. On connaît son poids, sa température, son activité. Donc c'est vrai que c'est super intéressant en fait. Ouais. Et d'ailleurs, tu nous disais pendant la visite que ça te mettait en rouge quand une vache elle avait des indicateurs qui n'étaient pas bons et ça pouvait vous permettre de détecter des choses éventuellement. Oui, plus rapidement. Et c'est vrai que voilà, il peut nous mettre des vaches en alarme quand il y a un problème. Alors, ou tout simplement, par exemple, on a une aide pour la détection des chaleurs quand ça va être le moment d'inséminer la vache. La vache, elle est excitée, elle fait la faux folle. Donc il y a un pic d'activité et ça, par exemple, le robot de traite va nous le dire. Alors nous, évidemment, comme on est souvent avec elle, on va le voir aussi, mais bon, c'est un complément, c'est une aide. Ouais. Tu parles d'insémination. Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast, parce qu'une de mes collègues a découvert l'insémination et elle s'est dit, mais non, c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste et pourquoi on doit faire comme ça? Alors c'est vrai qu'en élevage laitier, on travaille beaucoup par insémination. Alors il y a plusieurs intérêts. Bon, le premier, on va dire que c'est de ne pas avoir de taureaux sur la ferme, parce qu'on connaît bien assez de monde qui a eu des problèmes avec des taureaux qui peuvent être... des problèmes de sécurité. Des problèmes de sécurité. Ensuite, ça nous permet finalement de travailler avec les meilleurs taureaux du monde entier pour nos belles vaches. Il faut des beaux taureaux qui sont sélectionnés. Du coup, nous, on achète en fait la semence du taureau et on travaille avec plein de taureaux différents. Et d'ailleurs, quand je parlais de croisement tout à l'heure, on travaille aussi avec donc des Primolstein, mais aussi des Montbéliards, des Jersiers, des Rouges de Suède, etc. Et ça nous permet aussi d'adapter chaque taureau à la vache. Si sur une vache, on veut améliorer la mamelle, on va choisir plutôt tel taureau. Si on veut améliorer les pattes, on va choisir un autre. Ouais. Et voilà, puis ça évite la consanguinité aussi. Ouais, d'accord. Et la particularité ici, en fait, en général, quand
l'éleveur voit une vache en chaleur, donc elle ovule, c'est le moment de l'inséminer. Il va appeler l'inséminateur qui fait le tour des fermes tous les jours. Qui est un vétérinaire. Pas forcément vétérinaire, mais qui a fait une formation d'insémination en tout cas. Et qui va venir inséminer les vaches. Donc moi j'ai fait cette formation, donc ici c'est moi qui insémine. Ah ok. Donc c'est Super. moi le taureau. Très bien. Alors pour décrire ce que c'est vraiment inséminer, puisque chez mes grands-parents ils avaient des vaches laitières, ça se passait comme ça. C'est vraiment l'inséminateur qui met son bras entier presque dans la vache pour déposer la semence en fait. Oui, en fait c'est pour palper le col de l'utérus. Et c'est un geste technique. Hein. Alors c'est pas sorcier, mais il faut l'apprendre. Et voilà, et déposer la semence au plus près des ovules. Ouais, et c'est pas douloureux pour la vache? Alors pas du tout, alors c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'en fait quand elles sont en chaleur, elles sont toutes contentes qu'on vienne les grappiller. Il n'y a même pas besoin de les fermer ou de les bloquer, elles bougent pas, elles sont super contentes qu'on soit derrière elles à s'occuper d'elles. Et je reviens sur le robot de traite, dans la lignée des questions que les gens se posent. Des fois je vois des commentaires sur internet où c'est un peu décrié, etc. parce que c'est automatisé. Et comment toi tu nous as un peu répondu, mais comment tu le vis ça? Est-ce que finalement en automatisant ça t'éloigne pas de ton cœur de métier de travail d'éleveuse et du contact aux animaux? Mais alors c'est rigolo parce qu'en fait c'est plutôt l'inverse. Alors moi c'est vrai qu'il y a un petit moment quand même puisque depuis 2002 on est en 2020, ça fait quoi 18 ans qu'on est équipé. 2021 même. 2021 2020 donc voilà. n'a pas compté mais oui. Donc bientôt 20 ans on va dire pour arrondir. Et c'est vrai que c'est moi ce que j'apprécie justement c'est de pas faire lever les vaches, toutes les vaches le matin, allez hop on va à la traite, toutes les vaches le soir, allez hop on va à la traite. Ça arrive d'aller chercher alors soit des retardataires, soit une vache qu'il faut inséminer, mais c'est vraiment individuel en fait, c'est pas tout le troupeau. Donc on est souvent dans le troupeau, mais plus pour gérer des individus qu'un troupeau entier, quoi. Ouais, d'accord. Et toi, quelle relation tu as avec tes animaux? Est-ce que tu peux nous décrire ce qui te lie à tes vaches? Alors, des générations et des générations. Alors, des générations de nous, les éleveurs, puisque moi, ce sont mes grands-parents et arrière-grands-parents qui sont venus sur la ferme après la guerre, dans les années 50. Et les vaches que vous voyez ici actuellement là, dans les tables, ce sont les arrière petites-filles des vaches de mes grands-parents. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est chouette, ça, quand même. Ouais, carrément. Et elles ont combien de temps elles restent chez toi en moyenne? Alors ça, c'est compliqué à répondre parce qu'en fait, on ne va pas réformer une vache en fonction de l'âge. On va réformer une vache pour plusieurs raisons. Alors ça peut être par exemple l'infertilité, puisqu'une vache, bien sûr, il faut qu'elle fasse un veau pour donner du lait, mais après, il va falloir qu'elle fasse un veau régulièrement pour renouveler la lactation. Ça peut être des problèmes de boiterie aussi, par exemple, ou des problèmes de qualité du lait. À ce moment-là, on va essayer de les soigner, mais on ne va pas garder une vache qui a un lait de mauvaise qualité. Donc c'est vraiment pas en fonction de l'âge. Donc je ne peux pas répondre à la question. Une belle réponse. Et justement, une vache, pour produire du lait, c'est comme un être humain et une femme. Il faut qu'elle ait un enfant pour en produire. Elle n'en a pas toute l'année gratos comme ça. Exactement, c'est pas une machine à faire du lait, une vache. Et ça, c'est vrai que c'est chouette de faire découvrir ça aussi aux gens qui viennent visiter la ferme, parce que les personnes, alors là souvent je m'adresse aux enfants, mais du coup ça fait réaliser les parents qu'une vache, c'est pas une machine à faire du lait, que c'est un mammifère et que si elle produit du lait, c'est pour nourrir son veau. Donc évidemment, si elle n'a pas de veau, elle ne fera pas de lait. Alors la condition principale pour qu'une vache produise du lait, effectivement, c'est qu'elle ait un veau. Et puis après, il y a d'autres conditions. Il faut qu'elle ait une alimentation équilibrée, elle boit beaucoup, il faut qu'elle ne soit pas stressée, d'où les tables confortables, voilà. Ouais, d'accord. Du coup, c'est pour ça qu'une vache, en moyenne, on l'insémine une fois par an, c'est ça? Elle a un veau par an en moyenne? Oui. Alors ça, c'est la théorie, effectivement. La vache, elle va avoir son premier veau vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Elle va commencer donc sa période de lactation, qui va durer pendant 10 mois. Ensuite, elle part 2 mois en grandes vacances, elle est tarie, elle n'a plus de lait, on arrête de la traire, elle se repose avant de faire son prochain veau. Okay. Alors là, ce que je t'explique, c'est très théorique, parce qu'évidemment, ça ne marche pas pile poil comme ça. Voilà. Et alors parfois, tu dis une insémination, alors parfois, ça ne marche pas non plus du premier coup, donc parfois, il faut la re-inséminer. Ouais, c'est comme les humains. Tout pareil, quoi. Mais on est des mammifères, on se ressemble. Très bien. Bon, mais merci beaucoup pour toutes tes explications. Je te propose qu'on laisse les vaches tranquilles et qu'on aille poursuivre au calme à l'intérieur. Allez, on y va. À tout de suite. Bon Edith, nous voilà dans ton bureau. J'aurais bien aimé qu'on parle du fromage maintenant qu'on a bien parlé des vaches. Ma question c'est, alors tu nous disais que c'était tes parents qui adoraient innover, etc. et qui avaient décidé de transformer le lait en fromage. Pourquoi ils ont fait ce choix et c'était en quelle année déjà? Tu peux nous rappeler?
Alors ça fait un petit moment, c'était en 1988. Et en fait, ils ont fait ce choix, c'était suite à la mise en place des quotas laitiers. Donc le quota laitier, c'était un droit à en produire qui n'existe plus maintenant. Mais ça a été mis en place en 84, le temps que ça se mette en c'était place, par la PAC, la politique agricole commune. Exactement. Et donc ça disait aux éleveurs, il faut qu'au maximum vous produisiez tant de lait pour gérer les prix et que les prix partent pas trop ni à la baisse ni à la hausse. C'est ça l'idée. Exactement, c'est en fonction de la production historique de chaque ferme. On disait, telle ferme, on attribue tant de quotas laitiers, telle ferme, tant de quotas laitiers, pour limiter la production, en fait. Manque de peau, mes parents, à ce moment-là, ils avaient eu un problème sur le troupeau, donc du coup, ils n'étaient pas en année de croisière, c'est-à-dire qu'ils ne produisaient pas autant que ce qu'ils pouvaient, finalement. Donc, ils n'ont pas eu un gros quota attribué. Et il y a eu autre chose en parallèle, c'est qu'en fait, au niveau des quotas laitiers, il y avait 2 quotas différents. Un quota dit laiterie, donc pour le lait qu'on vend directement à la laiterie comme la majorité des éleveurs, et un quota vente directe pour le lait qu'on transforme ou qu'on vend directement même sur la vente directe, il y avait des quotas. Aussi. Donc mes parents, ils faisaient historiquement déjà pas mal de ventes directes de lait cru. Et en fait, à ce moment-là, il y a le lait UHT qui est arrivé. Donc le lait cru c'était bien bon, mais bon ça se conserve 3 jours. Donc pour les entreprises c'était vachement plus simple et même pour les particuliers. Parce que le lait UHT est un lait qui est stérilisé finalement en étant chauffé à très haute température, c'est ça, pour enlever tous les microbes. UHT ça veut dire ultra haute température. D'accord. Donc il a été stérilisé et l'intérêt c'est qu'il se conserve longtemps pour le coup. Donc du coup ils ont vendu beaucoup moins de lait cru. Et par contre ils avaient une partie là, ce quota vente directe qui leur avait été attribué, du coup ils ne le valorisaient pas puisqu'ils vendaient plus beaucoup de lait cru et donc ils se sont dit on va faire autre chose et ils ont choisi de faire du fromage et notamment de la tome parce que la tome il faut 10 litres de lait pour faire 1 kilo de fromage, donc c'était chouette, ça consommait beaucoup de lait. Et c'est comme ça qu'ils se sont lancés dans le fromage. D'accord. Après j'imagine que quand vous avez vu la crise du lait, je crois sur 2015 justement, quand les quotas ont été supprimés, que tout le monde a pu produire autant qu'il voulait et ça fait chuter les prix complètement, vous n'avez pas regretté ce choix, non? Vous vous êtes dit on a pris la bonne direction? Disons que c'est vrai que c'est à ce moment-là quand même qu'il y a pas mal d'éleveurs qui ont décidé de faire de la vente directe, ce qui est super, de transformer et de vendre. Nous, c'est vrai qu'on avait une longueur d'avance pour le coup, puisqu'on avait déjà quelque chose qui était développé, avec un marché qui était développé. Et, donc voilà. Donc merci papa, maman. Et est-ce que même si du coup tu n'es pas concerné, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un éleveur qui vend juste le lait sans le transformer, il n'arrive pas à gagner sa vie? Alors ça, c'est très facile. C'est que le lait, alors il est vendu, c'est en fonction de la qualité, mais on va dire autour de 320 € les 1000 litres, donc ça fait 32 centimes le litre. Et il se trouve que pour produire 1 litre de lait, il faut plus que 32 centimes le litre. Donc, alors ça dépend des fermes, ça dépend de comment on est équipé, etc. Mais le fait est qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui n'arrivent pas à s'y retrouver au niveau économique. D'autant plus qu'il y a aussi le côté travail, puisque c'est une astreinte, c'est compliqué quand même. Ouais. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est l'alimentation, c'est les mises aux normes européennes, c'est quoi? Alors c'est les bâtiments, c'est les animaux, c'est l'alimentation, même si on l'a produit en majorité sur la ferme, mais comme la plupart, mais bon voilà. Donc il y a pas mal de choses qui coûtent cher en élevage laitier. Et vous produisez quoi comme alimentation sur place? Alors, on produit principalement le maïs, l'herbe, la luzerne, le métail. Le métail, c'est un ensemble, un mélange en fait avec des céréales, mais aussi des légumineuses qui sont riches en protéines pour équilibrer la ration. Du pois, vesse, fèves-rolles, trèfle. Voilà. D'accord. Vous avez fait ce choix-là parce qu'économiquement, c'était plus intéressant de produire sur place? Parce que tu aurais pu commander de l'aliment qui vient de l'extérieur? Ouais, alors le choix, il n'est même pas économique, même il faut le calculer, bien sûr, mais c'est plus idéologique. Et c'est vrai que, comme nous, on vit presque en autarcie avec les légumes du jardin, la viande, on a nos cochons, nos poules, notre vache. Les vaches aussi, c'est cool qu'on puisse produire nous-mêmes l'alimentation de nos vaches, en majorité. Ouais. Et alors, pour en revenir à tes fromages, quel type de fromage vous produisez? Alors, principalement des fromages affinés. Donc, on a un fromage qui s'appelle la tome du ramier. C'est le fromage qu'ont créé mes parents, qu'on garde 3 mois en cave. Le même qui est plus vieux, qui s'appelle tout simplement la tome vieille. Donc, c'est le même, mais on le garde plus longtemps, donc il va être plus fort pour les amateurs de fromage plus fort. Ensuite, on a un fromage qui est différent, qui est plus souple, plus onctueux, qui est assez doux, qui s'appelle le ramier roux.
On a une super bonne raclette fermière qui a sa petite réputation dans la région. Et c'est vrai qu'à la saison, là, on vend beaucoup de raclette fermière. Et on a développé aussi une gamme de produits frais avec du fromage blanc, de la faisselle, de la tome fraîche, des petits fromages doux, le lait, etc. Ok. Et tu parles de fromage fermier. Ça veut dire quoi, fromage fermier ? Alors, fromage fermier, ça veut dire qu'il est fait avec le lait des vaches de la ferme. Tout simplement. Contrairement à un fromage artisanal, par exemple, où c'est un mélange de plusieurs fermes qui va être transformé. D'accord, ok. Donc, c'est important quand, en tout cas, si on veut vraiment un fromage qui soit totalement produit sur place de A à Z, de checker qu'il y a la version fermier, quoi. C'est ça. La mention fermier. Et je vais maintenant passer à la minute économie du podcast que je fais à chaque fois. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous dire combien de fromages vous vendez chaque année ? Tu vas faire le calcul. Alors, on transforme. Notre chaudron en cuivre contient 2500 litres de lait. Il faut 10 litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Donc, ça fait 250 kg de fromage par jour. Ouais. Je vais te dire, ça fait 75 tonnes de fromage par an, puisqu'on transforme 750 000 litres de lait en fromage. Ah, c'est beaucoup, hein ? Voilà. Et l'autre partie, il y a une partie qui est vendue à la laiterie. D'accord. Et vous êtes combien pour faire tout ça ? Alors, donc moi, je suis associée avec ma sœur. Alors, comme tu as pu le voir, il y a aussi les aides. Là, tu as vu voir ma fille, mon fils, les parents, ma tante, mon autre sœur qui travaille pas sur la ferme, mais qui vient régulièrement nous donner des coups de main aussi. Voilà, mais bon, eux, ils comptent pas. Et après, on a 8 personnes qui travaillent avec nous. Donc, on va dire, 3 au niveau plutôt des cultures et de l'élevage, 3 au niveau du fromage et des préparations de commandes, et 2 au niveau de l'accueil, de la vente, de l'administratif. Oui, parce que le fromage, c'est beaucoup de travail aussi, que ça soit de le retourner. Vous le faites de manière ancestrale aussi, je crois. Tu peux nous raconter ça un peu ? Alors, le fromage, la fabrication elle-même, c'est assez rapide pour la tome, par exemple. Dans la matinée, on a fait notre fabrication. Ensuite, le fromage va rester toute une journée en fromagerie dans les moules. On va le retourner 5 ou 6 fois pour qu'il s'égoutte bien. Le lendemain, il aura bien pris sa forme, on va pouvoir enlever le moule et on amènera les fromages dans la cave. Et la première étape dans la cave, ça va être le saloir. On met une poignée de gros sel d'un côté, on le tourne, on met une poignée de gros sel de l'autre. Je suis en train de penser qu'il faut que j'aille le faire d'ailleurs, quand vous serez partis, que j'oublie pas. Et ensuite, le lendemain, on va enlever l'excès de sel et on les mettra sur les planches en bois. Et alors là, il y a beaucoup de travail dans la cave puisque les fromages ils vont rester entre 3 et 6 mois. Ouais. Et 2 fois par semaine, on va les essuyer, les tourner pour bien homogénéiser la croûte qui va former, la moisissure qui va former la croûte du fromage. Donc ça, c'est vrai que ça se fait à la main et bon, on en fait un peu tous les jours, quoi. Ouais. Tu disais pendant la visite, on élève des vaches, mais on élève aussi des fromages. On élève surtout une flore d'affinage, c'est-à-dire des levures, des moisissures, des bactéries. C'est cette flore d'affinage qui va donner sa typicité au fromage et son goût particulier à chaque fromage. Et combien vous vendez en moyenne en fromage ? Alors ça se vend au poids, le fromage. Donc là, ça dépend lesquels, mais à la ferme, on doit le vendre autour de 16 € le kilo, quelque chose comme ça. D'accord. Et à qui vous les vendez ? C'est quoi tes grands circuits de distribution ? Ils sont assez diversifiés, nos circuits de distribution. Alors, on vend ici à la ferme. Alors, on vend quand les clients réguliers viennent chercher leur fromage, ou comme tu as pu le voir tout à l'heure, les gens qui viennent visiter, ils ont plaisir à repartir avec leur fromage aussi. Après, on fait une grande fête au mois de juillet qui s'appelle la fête du goût et des saveurs. Donc là aussi, ça fait partie des grosses journées de l'année. Oui, alors j'explique, je suis allée voir des photos, c'est presque un mini salon de l'agriculture chez toi, quoi. On en parlera après si tu veux. Donc voilà, après on fait des marchés hebdomadaires, on fait des foires. Alors bon, les foires cette année, il n'y en a pas eu beaucoup avec le Covid. Et après, on vend principalement vers chez nous, donc en Tarn-et-Garonne, en région toulousaine. Et toutes les semaines, on va livrer aussi nos clients professionnels, les restaurateurs. Alors là, c'est pareil cette année, les pauvres restaurateurs, c'est pas génial. Les épiceries fines, les magasins de producteurs, les commerces de la région aussi. Voilà. Ouais, parce que j'ai vu que tes fromages, ils étaient aussi distribués dans les grandes surfaces, Super U, Casino, Carrefour, Intermarché. J'ai vu sur la carte, il y en a partout. Oui, c'est ça. Alors après, c'est pas vraiment avec une enseigne en particulier. On travaille directement en lien avec le chef de rayon. Et c'est donc le chef de rayon ou la crémière qui va nous passer commande. Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu pourrais nous dire si un producteur de fromage de vache, aujourd'hui, ça gagne bien sa vie ?
Alors, je vais te répondre pour moi, après, pour les autres, je ne sais pas. Alors, oui, nous, ça va. Effectivement, c'est vrai que l'intérêt de transformer sa production, c'est de garder la marge pour soi. Alors après, c'est d'autres métiers. Mais c'est aussi ce qui est intéressant. Là, moi, je me régale. Bon, ce soir, je vais bien dormir quand même. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce matin, je me suis levée, j'étais aux vaches. Après, j'ai été faire le marché. Après, j'ai reçu à la ferme là pour les visites. C'est vrai que le tracteur a crevé. Le tracteur avant a crevé, on a visite. changé de tracteur. Après, je vais revenir aux vaches. Donc, c'est quand même vraiment, on fait jamais la même chose en fait. Donc, voilà, c'est plein de métiers différents. Alors, c'est passionnant, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, nous, au niveau économique, ça va, on arrive à s'en sortir correctement. Ouais. À se tirer un salaire. Tout à fait. Et au niveau de tes horaires, c'est de quelle heure à quelle heure? Bon, alors, il n'y a pas de journée type, hein. Vraiment, ça dépend. Mais bon, en général, je suis à 6h30 à la ferme. Et voilà. Puis après, le soir, on revient. Alors, soit ma sœur, soit moi, avant de se coucher, on revient faire un tour aux vaches, repousser les rations, voir si tout le monde va bien, s'il n'y a pas de petits veaux qui arrivent. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu as l'occasion de partir en vacances ou est-ce que vraiment le fait de travailler avec du vivant et des animaux, ça te prive de tout ça finalement? Alors ça fait partie de nos objectifs avec ma sœur et moi, d'avoir un équilibre entre le travail et la famille. Donc après, il y a nos enfants et nos maris qui nous rappellent à l'ordre parfois. Mais c'est vrai qu'on arrive à partir en vacances, on arrive à partir de temps en temps en week-end, parce que c'est vrai que c'est ça aussi. Il y a les vacances, mais il y a aussi que c'est vrai, le week-end, il y a aussi toujours du travail. Mais en étant plusieurs, on peut justement s'octroyer des jours de congé. Oui. Ouais. Bon, tant mieux, tu nous en rassurés. Et alors justement, on parlait de tout ce qui était accueil. Là, on est arrivé à 15h et on a fait toute la visite. Il y a un petit train, il y a qui fait le tour de la ferme, il y a un petit film. Enfin, on sent que vous y avez dédié du temps à développer tout ça. Pourquoi vous l'avez fait ? Alors l'accueil à la ferme, pour nous, ça nous paraît, c'est naturel, quoi. Puis c'est tellement important de communiquer sur notre métier. Alors évidemment, si c'est pas nous qui le faisons, qui va le faire, peut-être des gens malveillants aussi. Donc nous, c'est vrai que même mes parents, dès le début, quand ils ont créé le fromage, ils ont fait des premières portes ouvertes. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé, qu'on a perduré. L'accueil à la ferme, on l'a structuré. C'est vrai que maintenant, voilà, on a une petite renommée et les gens ont plaisir à venir passer l'après-midi à la ferme. Nous, on aime communiquer sur notre métier, d'abord parce que on aime notre métier, donc forcément, on aime le partager. Et puis, on a tellement retour. C'est vrai que parfois, on entend parler d'agribashing, mais ici, c'est pas du tout ce que je ressens, quoi. Moi, je ressens de l'agri-loving à plein nez, parce que aussi, je pense qu'on sait expliquer aux gens, qui arrivent peut-être certains avec des a priori, mais du coup, c'est important de leur expliquer. Voilà, quand on explique aux gens, ils comprennent. Donc voilà, donc c'est super important pour nous l'accueil, ouais. Ouais. Et j'imagine aussi, c'est une manière de faire connaître tes produits et de favoriser la vente directe aussi. Évidemment, c'est vrai que les gens, une fois qu'ils sont venus ici, qu'ils ont vu les vaches, qu'ils ont vu la traite, qu'ils ont vu la fromagerie, la cave d'affinage, évidemment, quand ils vont revenir chez eux, ils vont demander plutôt ce fromage, ou ils vont essayer de chercher la tombe du ramier, le ramier roux, voilà. Et justement, ça m'amène à la question de l'auditeur, puisque avant de venir, je demande sur Twitter notamment, qu'est-ce que vous voulez que je demande ? Et c'est Edouard qui te demande comment on peut faire pour recréer du lien entre consommateurs et producteurs, afin que les gens réapprennent, le goût du vrai fromage, et 2, qui prennent conscience du coût d'un vrai fromage. Alors évidemment, accueillir à la ferme, je pense que vraiment, ça fait partie des solutions, mais après, c'est aussi un métier, et puis ça prend du temps. Donc, d'abord, il faut avoir une ferme qui soit quand même propre aussi. Alors c'est vrai que là, nous, on a la chance, on a notre maman qui est amoureuse de l'environnement, on a plein de fleurs, on a plein d'arbres. Elle est en train de tendre tout à l'heure. Elle est en train de tendre, et puis voilà, elle est toujours en train, voilà, on a une belle ferme grâce à elle, et c'est important d'avoir une ferme accueillante quand on fait de l'accueil. Ouais. Voilà, mais parfois, c'est pas forcément évident, dans les fermes, parfois, quand il pleut tout l'hiver, c'est la gadoue aussi, voilà, alors que voilà, ici, on a réussi à avoir un complexe qu'on peut visiter toute l'année. Donc, je pense que de recevoir à la ferme, c'est vraiment important. Après, je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire, et puis ça demande du temps aussi. Ouais. Voilà. Après, à un moment donné, nous, on allait aussi avec les jeunes agriculteurs, on allait dans les écoles pour parler de notre métier, pour faire déguster les fromages, voilà. Donc, voilà, c'est des choses comme ça qui sont chouettes aussi. Ouais. Finalement,
c'est à vous de prendre l'initiative de communiquer vers l'extérieur. Mais effectivement, je te rejoins, ça fait beaucoup de métiers, quoi. Parce que quand tu te retrouves à être éleveur, crémier, fromager, après communicant, commercial aussi pour les grandes surfaces, ça fait beaucoup pour un seul homme ou une seule femme, non? Eh ben ouais, mais bon, nous, c'est ce qui nous plaît aussi, de jamais faire la même chose et de faire toute la chaîne de A à Z et d'avoir le retour des clients sur notre produit aussi. C'est vachement important pour nous. Ouais. Et alors, combien tu as de gens qui passent à la ferme, tu sais à peu près? On va dire en temps normal, parce que là, on a une année Covid, on va pas la compter, celle-là. Alors, on fait une grande manifestation à la fin du mois de juillet qui s'appelle la fête du goût et des saveurs. Ouais, ce dont on parlait, le mini-salon. Oui, voilà. Alors, en fait, le principe, c'est que on est tout à fait conscient aussi qu'on est plus fort quand on est plus nombreux. C'est-à-dire que là, il y a une 50aine de producteurs fermiers qui viennent avec leurs produits, qui amènent aussi leurs animaux. On fait plein d'animations à thème rural. Donc, il y a la démonstration de tonte, il y a des chiens de troupeau. On va permettre aux gens de traire les vaches à la main. Ouais, c'est vraiment très branché agricole. Et donc là, oui, donc là, on estime à 15 000 euros. 15 000 personnes qui viennent le dimanche, là, chaque année. Bon, l'an dernier, c'était Covid, c'était différent. Et puis, je sais pas, on va dire pareil, 15 000 tout au long de l'année. Voilà, à peu près. Parce qu'après, il y a les particuliers qui viennent. Donc là, pendant les vacances, il y a beaucoup les grands-parents avec leurs petits-enfants ou les gens qui viennent en famille. Après, on reçoit aussi des groupes, alors des groupes scolaires, alors que ce soit des maternelles, des primaires, des écoles d'ingénieurs, un peu tout le monde, des lycées techniques. Et puis après, ça peut être aussi des comités d'entreprise, des groupes de troisième âge, des IME, des personnes avec un handicap, des maisons de retraite. Voilà. Okay. Donc c'est chouette, on voit plein de monde. C'est bien. Bon, par contre, il va falloir bouger la date parce que c'est en plein pendant les fêtes de Mont-de-Marsan. On ne pourra pas venir, nous. Mais on va demander à Mont-de-Marsan de bouger sa date alors. On peut voir ça sinon, oui. Et justement, vous n'arrêtez pas d'innover parce que j'ai vu aussi que tu étais, ou toi et ta sœur, à la tête d'un drive de producteurs. Que j'ai l'impression que c'est vous qui organisez tout, qui pilotez tout ça. Enfin, c'est important aussi ça d'innover tout le temps et de favoriser les circuits courts et tout ça. Oui, on aime bien. Après le drive, c'est vrai que ça a été mis en place. Tout le monde a fait ce qu'il a pu quand au premier confinement là du Covid. Ça fait un moment qu'on en parlait quand même, mais à force d'en parler, là, on a dû le mettre en place en une semaine en fait. Alors heureusement que les enfants étaient confinés, comme ça ils nous ont bien aidés à remplir toutes les commandes sur les tableaux Excel jour et nuit, parce qu'on a été un peu surpris aussi par l'engouement quand on a mis en place le drive. Mais toujours pareil, ça c'est quelque chose que non, on fait pas tout seul. Alors oui, c'est nous qui l'avons lancé. Mais après, il a eu du succès parce qu'il y avait aussi des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers. C'était varié. Donc, on travaille avec d'autres producteurs, notre producteur fermier. Mais j'ai vu que c'est ta sœur qui faisait les sites internet, le vôtre et celui du Drive. Oui, le nôtre, c'est ma sœur. Et pourquoi tu le trouves bien? Ouais, non, mais je suis impressionnée que c'est quand même des métiers complètement différents. Je le trouve très bien. Tu peux nous redonner l'adresse d'ailleurs pour ceux qui veulent aller le voir? www.lafermeduramier.fr. Je vais aller voir. Bon, .fr ou .com. Et justement, pour le Covid, t'en parlais, l'année 2020, elle a été très particulière. Vous, ça a été plutôt bénéfique comment tu le vois entre le négatif d'avoir perdu les restaurants et à la fois l'essor de la vente directe, j'ai l'impression? Ouais, ça a été compliqué quand même. L'accueil à la ferme, notamment. On a soufflé un petit peu du coup, mais c'est sûr qu'il y avait moins de monde. C'était compliqué quand même, mais bon, on n'est pas les plus malheureux dans l'histoire. Oui, ça vous a demandé de vous adapter surtout. Exactement, en fait. Voilà, de nous adapter et puis du coup, de mettre en place d'autres choses parce qu'on a encore d'autres innovations qui arrivent. Là, on est en train de mettre en place, par exemple, des casiers réfrigérés 24 heures sur 24 où les gens vont pouvoir venir quand ils veulent chercher, alors toujours pareil avec d'autres fermes, mais chercher leur fromage, leur viande, Là, sur place, sur la ferme ou à Montauban? Dans une autre ferme qui est sur un endroit passant en fait. Où, si vous avez une envie de fromage ou de jambon à 2h du matin, vous pourrez y aller. Impeccable. Et je voudrais revenir un peu sur ton parcours et sur celui de ta sœur. Je voyais que donc, ta sœur Hélène, elle est arrivée en 95. À ce moment-là, vous avez agrandi le troupeau. Toi, tu es arrivée en 2006 et à ce moment-là, vous avez lancé une nouvelle fromagerie et une nouvelle cave d'affinage. C'est essentiel quand il y a un nouvel associé qui arrive sur une ferme, de grossir en fait.
C'est une obligation? Comment ça se passe? T'es bien renseigné en tout cas. Oui, j'ai bien préparé mon truc. Voyons, ma sœur est arrivée en 96, je crois, 95-96, ouais. Donc là, oui, c'est dans les projets, effectivement, d'agrandir le troupeau à ce moment-là. Moi, quand je suis arrivée, alors tu dis 2006, ça c'est l'année officielle d'installation, mais en fait, j'étais sur la ferme avant, après mes études, donc à partir de 2003. Là, il y avait besoin de changer la fromagerie, la cave d'affinage, qui était vétuste, qu'il fallait améliorer. Donc, j'allais dire, même si je ne m'étais pas installée, je pense que ça se serait fait. Moi, je suis plus venue en fait en appui sur le troupeau finalement. Oui, finalement, on a naturellement trouvé chacune de notre place sur la ferme. Hélène s'occupe davantage du fromage, de la commercialisation, de la compta-gestion. Moi, je suis plus côté culture ou troupeau. L'accueil, c'est l'affaire de tout le monde. La vente aussi, finalement. Mais voilà, on se complète bien. Ouais. Et travailler en famille, c'est pas trop compliqué? Ça va, on ne se tire pas les cheveux. Avec sa sœur, quoi. Parce que... nous, on a la chance aussi que la transmission s'est fait super bien fait avec nos parents et puis en toute simplicité, mais ils nous ont bien accompagnés. Voilà, maintenant ils lâchent un petit peu. Ils sont à la retraite là? Ils sont à la retraite, mais bon, vous savez, les agriculteurs retraités, ils sont toujours là quand même. Ouais. Et ils vous suivent dans tous les nouveaux projets que vous mettez en place? Parce que, quand même, pour l'ancienne génération, de voir tout ça évoluer aussi vite, c'est pas trop compliqué des fois? Ah non, mais eux, ils adorent, au contraire, voilà, mon père ou mes parents, voilà, parfois ils disent, allez, je vais me réinstaller. Donc non, après là, nos projets actuels, c'est plus environnemental en fait. Alors les panneaux photovoltaïques, on a un petit moment qu'on en parle, mais voilà, on va passer, on va y passer. Et ensuite, on a pour projet de faire une petite unité de biométhanisation. D'accord. Voilà, pour transformer le lisier, le fumier de nos vaches en électricité et puis en chaleur aussi, dont on pourra se servir pour chauffer l'eau pour faire le fromage. D'accord. Donc voilà, ça fait partie des projets à venir. Ouais. C'est d'être de plus en plus autonome en fait. Ouais, alors ça nous tient à cœur effectivement, autonome au niveau de l'alimentation. Si on pouvait être autonome au niveau de l'énergie, on n'est pas encore, mais ce serait cool. Ouais. Et j'imagine que tes parents, ils étaient contents que vous repreniez l'exploitation, non? C'est une vraie fierté pour eux. Alors, une fierté sans doute, mais tout simplement, je crois qu'ils sont contents aussi de voir que tout ce qu'ils ont mis en place, ça continue. Hein. Mais vos enfants avec ta sœur et tes neveux, ils vont faire quoi? Alors, bonne question. On espère bien qu'il y en a un. Donc, moi, en fait, j'ai 2 sœurs. Là, on parle d'Hélène, mais ma sœur aînée, Cécile, n'est pas installée, mais voilà, elle vient de donner des coups de main régulièrement. Elle a aussi 2 enfants. Tous les cousins, là, ils aiment bien se retrouver à la ferme et je crois que ça leur tient vraiment à cœur la ferme. Après, de là à s'installer, je ne sais pas même si, s'il y en a qui s'installent, je le souhaite, mais on ne va pas leur mettre la pression. Ils feront peut-être autre chose avant, en fait. Hein. C'est pas mal aussi d'aller voir ailleurs et de revenir après. Complètement. Bon, mais super. Écoute, je vais passer aux questions de ferme. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend fière à toi d'être éleveuse? Alors moi, je suis contente d'une part, alors d'avoir une ferme vivante, parce que c'est vrai que j'adore quand il y a les gamins qui jouent au petit tracteur à pédales là, quand je vois les cousins qui invitent les copains à la ferme, ça bouge, ça vit, ça fait du bien. Et d'autre part, ce qui me plaît aussi, c'est effectivement de faire toute la chaîne, les cultures, l'élevage, la transformation, la vente, l'accueil. C'est quelque chose qui est passionnant. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner un truc qui nous permettrait d'étaler notre science au prochain repas entre amis où il y a un plateau de fromage de vache? Alors, voyons, ça va dépendre s'ils sont... non, alors pas du milieu agricole, parce que je ne sais pas si, par exemple, ils savent quelle quantité de lait produit une vache chaque jour. Ah, non, sûrement pas. Alors, chez nous, on va dire 30 litres en moyenne. Ouais. Évidemment, ça dépend des vaches, ça dépend du stade de lactation. Et 30 litres de lait, ça fait 3 kilos de fromage, voilà. Ah ouais, donc, tu pourras dire, une vache produit 3 kilos de fromage par jour. Magnifique. Et ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te contacter si on a une question ou alors si on veut commander tes produits? Alors, vous pouvez nous contacter par mail si vous avez une question, latomeduramier
@orange.fr. Vous pouvez aller voir notre site www.lafermeduramier.fr et vous pouvez venir nous voir à la ferme. Impeccable. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup pour ton accueil. En tout cas, c'était vraiment super la visite comme l'interview. Et puis à très bientôt. Merci pour ce que tu fais, c'est super. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.